Bonjour, alors, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alocène Diawara, je suis enseignant, formateur en droit fiscal. Euh, donc, bienvenue dans ce premier live en droit fiscal. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement que l'on va aborder ensemble. Euh, et après, on va discuter un petit peu de la matière, des thématiques spécifiques à cette matière. Et la raison pour laquelle vraiment il est passionnant de s'y intéresser. Alors, donc, tout d'abord, bon, ici nous avons une méthode de fonctionnement qui est expliquée ici qui va très certainement vous intéresser parce qu'en fait, en réalité, vous avez plusieurs étapes, d'accord, dans cette formation et dans la pédagogie qui vous est proposée ici. Dans un premier temps, vous avez un travail de compréhension à faire, un travail d'assimilation des connaissances à faire dès le début de ce mois. Donc spécifiquement en droit fiscal, matière dans laquelle moi je vais intervenir, l'accent est mis sur l'aspect pratique des cours. Vraiment, l'accent est mis sur l'intensité aussi. Vous avez des modules de cours vidéo qui sont mis à votre disposition. Vous avez des lives comme celui que vous êtes en train de visionner aujourd'hui. Il faut savoir que véritablement, c'est une opportunité importante de pouvoir interagir et ainsi de poser des questions. Donc, de votre côté, cette nécessité, cette curiosité intellectuelle va vraiment vous aider à approfondir vos connaissances, à être au vu de ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne les différentes matières. Donc ça, c'est vraiment important d'être là, de participer, de montrer véritablement votre implication parce que cela va participer, bien entendu, à votre réussite. Des contrôles mensuels corrigés. Vous avez, en plus de ces contrôles mensuels, des exercices corrigés qui sont des véritables entraînements. Donc, dans chaque matière, et vous allez le voir avec moi concrètement, j'essaie vraiment de mettre l'accent sur l'aspect pratique des choses, d'accord? L'exercice n'étant pas simplement un exercice théorique, mais derrière, il faut véritablement comprendre euh, comprendre que derrière chaque notion, il y a quelque chose de concret. D'accord? Donc, des contrôles mensuels, le polycopier de cours qui vous permettra vraiment de voir l'essentiel. D'accord? Toutes les matières, bien entendu, sont assez larges, mais notre objectif, bien entendu, ce n'est pas de vous noyer dans des développements théoriques, c'est d'essayer de tirer l'essentiel de ce qui va compter, de ce qui va vous permettre de comprendre l'essentiel et de réussir les différents examens que vous aurez. Donc, pour cela, il faut déjà identifier ce qui est extrêmement pertinent et ce qui est récurrent dans les différentes matières et de vous proposer des exercices en lien avec cela. D'accord? Donc, des polycopiés de cours à jour, bien entendu, des différentes lois en matière fiscale, c'est la loi de finances. Des livrets d'entraînement, d'accord? Vous avez des petites fiches qui vous permettent de résumer assez rapidement, assez simplement, l'essentiel de ce que vous devez savoir. Bien entendu, plus vous êtes curieux et plus vous allez avoir d'autres questions peut-être pour affiner, pour approfondir un petit peu. Donc, on est là pour ça, pour vous encadrer, pour vous aider, pour répondre à vos questions. On est au courant du fait que les matières qu'on vous propose sont des matières assez techniques, d'accord? Mais vous allez vite prendre l'appétit, avoir de l'appétit par rapport à, à- à- à la façon de procéder en droit fiscal. Et moi, je serai là vraiment pour vous encadrer, pour vous aider à progresser. D'accord? Donc, sur cette première étape, vous allez comprendre qu'en réalité, on est sur un rythme, on va dire, un rythme de début. D'accord? Et ce rythme, bien entendu, a vocation à s'intensifier un petit peu afin que vous rentriez un petit peu véritablement dans l'exercice, dans le vif du sujet, pour que à l'examen, ben, vous soyez suffisamment entraîné pour être à l'aise. D'accord? Parce que le stress de l'examen étant que bah, l'objectif, c'est de pouvoir s'entraîner au maximum pour que le jour J, bon, ça soit comme n'importe quel autre examen en réalité. D'accord? Comme n'importe quel autre contrôle. Donc, sur cette deuxième étape maintenant, vous avez un entraînement intensif 3 mois avant l'examen. Donc là, le rythme sera un peu différent parce que vous aurez des cours en direct, 1 à 2 fois par semaine, avec bilan de tout ce qui a été traité depuis le début, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là,
l'intérêt, bien entendu, c'est de faire un rappel approfondi du cours, de faire des entraînements sur des cas d'examen nouveaux, spécifiques, et de manière générale, vous allez également vous rendre compte que l'ensemble des professeurs que vous aurez à votre disposition sont des professeurs aguerris, qui ont de l'expérience, qui ont de la pratique, et que donc saisissez cette opportunité vraiment pour user leur expérience, d'accord? Donc pour poser des questions, pour vraiment essayer de donc, savoir au maximum que vous pouvez par rapport à chaque matière, d'accord? Ne serait-ce que pour votre culture générale, bien entendu déjà, mais aussi pour votre formation. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'étape charnière en réalité, d'accord? La dernière ligne droite, un mois avant l'épreuve. Donc là, vraiment, on va travailler sur des cas d'examen inédits à réaliser du compte en réel. Donc, on va vous mettre en condition d'examen pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt et la pratique derrière chaque exercice. Et chaque prof effectuera une correction des cas en direct avec documents à l'appui, exercices concrets à l'appui, etc. D'accord? Vous aurez les quatre sujets qui reprennent l'ensemble du programme. Donc, ce sera des gros blocs sur lesquels, bien entendu, vous n'allez pas tomber comme ça, étant donné que vous avez été préalablement suffisamment préparé maintenant lors de cette première étape en douceur, ensuite de manière un petit peu plus accélérée lors de la deuxième étape, et lors de la troisième étape, normalement, vous êtes suffisamment prêt pour vous confronter à n'importe quel exercice. D'accord? Donc, encore une fois, j'insiste, hein, cette formation est une formation véritablement pédagogique et véritablement axée sur l'aspect pratique et sur le, le cœur de ce qu'il faut connaître, d'accord? Pour, pour vraiment faire le tri entre tous les développements théoriques que vous pouvez avoir, mais vraiment essayer d'identifier qu'est-ce qui est important, d'accord? Et du coup, être serein le jour de l'examen. Donc, nos propositions, les propositions que nous faisons sont bien entendu, ce live par exemple est accessible sur la chaîne, d'accord? Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, donnez aussi votre commentaire, d'accord? Cela va nous aider, hein, clairement, à savoir un petit peu, à orienter, si jamais il y a besoin d'orienter, et à améliorer, bien entendu, tout ce qu'on peut améliorer afin de mieux vous servir, d'accord? Donc avant de commencer un petit peu, on va dire, ce live et de vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir ensemble, certaines notions spécifiques. J'aimerais déjà savoir si vous avez des questions spécifiques par rapport à la matière, par rapport au droit fiscal. Non? Pas de questions spécifiques. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un petit peu on va dire, cette première partie du programme euh, avec des questions, d'accord? Je vais vous poser quelques petites questions et je vais voir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ces questions. Cela va me permettre d'introduire cette matière et vous expliquer en quoi elle est fondamentale, en quoi elle va toucher tout le monde, d'accord? Déjà, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition du droit fiscal? Et est-ce que vous pouvez me dire également quel est l'intérêt du droit fiscal? Alors, vous pouvez bien entendu prendre la parole hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez... Ça va être les règles concernant les impôts, les différents impôts. D'accord. Donc, les règles qui concernent les impôts. Donc, les règles qui concernent, c'est-à-dire l'existence des impôts ou le fonctionnement des impôts? Le fonctionnement. D'accord. Alors, en fait, c'est les deux. C'est d'abord D'accord. l'existence des impôts, ben, c'est-à-dire qu'on doit justifier pourquoi un impôt est créé, d'accord? Parce qu'il doit servir à quelque chose. On va pas simplement, vous voyez, l'État ne va pas simplement prélever un impôt. Il faut qu'il y ait une raison derrière, d'accord? Et c'est une raison budgétaire. Donc, vous me dites, ce sont les règles de fonctionnement de l'impôt. Et au final, l'impôt sert à quoi? À couvrir les dépenses publiques. Exactement, très bien, très bonne réponse. C'est vraiment l'intérêt principal de l'impôt, c'est déjà de subvenir aux besoins du financement de l'État. D'accord? C'est-à-dire que l'intérêt, véritablement, c'est de faire en sorte que on puisse construire des routes, qu'on puisse construire des écoles, financer tout ce qui est établissement public ou bien qui va être mis à la disposition de tous les Français.
D'accord? Donc, c'est véritablement quelque chose qui est important. Euh, si je vous demande, si je vous pose la question de la justice de l'impôt, donc est-ce que l'impôt est juste en France? Et si je vous demande est-ce que vous êtes imposable ou est-ce qu'on est tous imposables, la question de l'intérêt de l'impôt, d'accord, on l'a traité. La justice de l'impôt, c'est est-ce que l'impôt est le même pour tout le monde? Est-ce que tout le monde participe à l'impôt de la même manière? Est-ce que en réalité, ça pose problème par rapport à certains ou pas? Donc, en fait, la question de l'impôt aujourd'hui, elle est fondamentale parce que, en réalité, nous sommes tous imposables. Nous payons tous l'impôt sur enfin pas tous. Certains payent l'impôt sur le revenu, mais nous payons tous la TVA. D'accord? Parce que nous consommons tous, nous achetons des biens et des services. D'accord? Donc, nous achetons des biens et des services, et du coup, nous sommes tous en réalité imposables. OK? Donc, assez spécifiquement, la question de l'impôt est une question importante parce que parce qu'en réalité, nous devons nous retrouver tous dans l'impôt en France et tous participer de la même manière. Maintenant, certains vont participer plus, d'autres participer moins. Donc, toutes ces questions, on va dire, théoriques de l'impôt sont des questions importantes. Mais dans le cadre spécifique de ce qu'on va voir, euh, par exemple, dans le cadre des développements introductifs à la matière, il va être question de notions euh, de notions de fraude fiscale, par exemple. Il va être question de notions d'éthique fiscale. D'accord? Donc, dans les propos introductifs, l'éthique fiscale est extrêmement importante. D'accord? Dans votre future profession, vous allez devoir de plus en plus être soumise à des règles de transparence, à des règles de transparence assez renforcées depuis une loi de 2018 et qui n'a fait que se renforcer au fur et à mesure. D'accord? Donc, ces questions d'éthique fiscale, ce sont des questions qui sont de plus en plus posées et qui nous amènent à se questionner sur les obligations professionnelles, les obligations déontologiques des professionnels du chiffre. D'accord? Et des professionnels du droit également. Donc maintenant qu'on a vu un peu les propos introductifs par rapport à la question de la fiscalité, on va aborder ensemble on va dire, les différentes catégories de revenus que l'on peut avoir. Par exemple, plus spécifiquement dans ce live, on va traiter des, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'accord? Donc, dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a différentes catégories qu'on appelle des revenus catégoriels. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont ces différentes catégories et des exemples de ces différentes catégories? Les traitements et salaires, Très bien, traitement et salaire. Donc, traitement, salaire, les pension, rente viagère. les Alors, revenus de capitaux mobiliers, les revenus de capitaux immobiliers, très bien. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de revenus de capitaux immobiliers? les dividendes, Les dividendes, OK. Donc, les dividendes qu'on obtient de sociétés soumises à l'IS en France ou à l'étranger. D'accord? Ah, j'ai ça là également qui a répondu les BNC, les BA, donc les bénéfices non Est-ce commerciaux. que Très les bien. dividendes, ça rentre dedans? Oui, les dividendes, ce sont des RCM. Ce sont des revenus Ah. de capitaux immobiliers. D'accord? Donc, ça fait partie de la catégorie revenus de capitaux immobiliers. Donc, BNC, bénéfices non commerciaux. Donnez-moi un exemple de BNC, de personne qui perçoit un BNC. un expert comptable, Un expert comptable, très bien. Donc, Médecin, ça sera véritablement votre catégorie par excellence, hein. médecin, Technique médecin. agricole, Mhm. oui, Agriculteur. Tous ceux très qui bien. font Un pas, agriculteur, les font éleveurs. pas, désolé, tous ceux qui font des activités libéraux, Donc, les activités libérales sont des personnes qui relèvent des BNC, oui. Donc, exemple d'activité libérale, Dentiste, kiné, dentiste, alors kiné, ok, avocat, avocat, très bien, médecin, très bien. Donc, Elora a dit médecin, très bien. Très bien, ok. Ensuite, donc on a dit traitement et salaire, on a dit BNC, on a dit BA, on a dit RCM, revenu foncier, Sheima a dit revenu foncier.
Donnez-moi un exemple de revenu foncier, d'exemple type de revenu foncier. Les La revenus des SCI location. à l'IR. Là, Les revenus des SCI à l'IR. alors il faut être plus précis que ça. Enfin, Alors, il aura dit la location de biens immobiliers. Là encore, il faut être précise. Location de biens les, immobiliers nus ou bien Exactement. Location de biens nus. D'accord? C'est-à-dire, vous revenus. louez un appartement ou une maison louée nue, ça relèvera des revenus fonciers. OK? Si vous louez un terrain, ça relèvera des revenus fonciers. À Paris, par exemple, il y a pas mal de locations de places de parking. Ça relève des revenus fonciers. D'accord? Euh, ça, j'avais une question, mais du coup, et les MNP, ça relève pas des revenus fonciers? Vous m'avez dit Les MNP? les LMNP, non, les LMNP, ce sont les locations meublées non professionnelles. Donc ça relève des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Ok. Et c'est justement la différence fondamentale qu'il faut faire entre, d'une part, la location nue, qui relève des revenus fonciers, et la location meublée, en professionnel ou non professionnel, qui relève des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Cette Ok. distinction, elle est fondamentale et on aura l'occasion, bien entendu, de l'aborder dans le prochain live. D'accord? Ok. Donc, Ok. on a déjà quelques revenus catégoriels, c'est bien. Est-ce que vous pouvez m'en donner d'autres? Il en manque quelques-uns. Il en les manque, on va dire, BIC, deux. Pardon? les BIC, Oui, les BIC, on vient de le voir. Ce sont les bénéfices d'accord. industriels et commerciaux. Les BA, Les BA, pareil, on l'a déjà vu. On a vu traitement et salaire, BIC, BNC, BA, donc c'est-à-dire les revenus des indépendants. Revenus fonciers, RCM, on a vu. Il en reste deux. Les plus-values. Très bien, Elora. Alors, les plus-values. Qu'est-ce qu'une plus-value? Est-ce que vous pouvez me donner une définition des plus-values? Dans quel cas on parle de plus-value? Plus-value, c'est quand on fait une session d'immobilisation, enfin, ou une session d'un immeuble, du coup. Alors là, on est donc dans le cadre euh, de l'IR. Donc, vous allez parler de plus-value lorsqu'on fait une cession. D'accord? Lorsqu'un bien sort d'un patrimoine pour aller vers un autre patrimoine. D'accord? Donc, il peut y avoir des plus-values mobilières, des plus-values immobilières et des plus-values professionnelles. Donc, il existe des petites différences en fonction du type de plus-value. Très bien. Alors, Amel a dit IS. Alors, l'IS n'est pas une catégorie de revenus, hein. L'IS, c'est un impôt en tant que tel. D'accord? Là, toutes les catégories qu'on vient de voir, ce sont des catégories dans lesquelles, ce sont des catégories qu'on retrouve dans l'impôt sur le revenu. D'accord? À côté de l'impôt sur le revenu, vous avez l'impôt sur les sociétés. C'est tout autre chose. OK? Donc, l'impôt sur le revenu, est, on va dire, l'impôt qui chapeaute les revenus des personnes physiques. Et puis l'impôt sur les sociétés, on va dire d'une manière assez simple, c'est l'impôt qui chapeaute les revenus des sociétés structurées en tant que telles. OK? Et on a enfin la dernière catégorie, c'est la rémunération des dirigeants. D'accord? Laquelle rémunération, Le à l'IR, TNS. renvoie aussi au traitement et salaire dans certaines situations. OK? Donc, cette classification des revenus, elle est méga importante en fait. Si vous êtes à l'IR, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je qualifie bien, est-ce que j'identifie bien la catégorie dans laquelle je suis? Si vous ne pouvez pas faire cette qualification de manière précise, forcément, votre raisonnement ne sera pas bon. D'accord? Donc, c'est vraiment la base, le début du début. Vous devez vraiment être en mesure de tout de suite, en une seconde, identifier je suis je suis à l'IR et dans l'IR, je suis dans telle catégorie. Et dans cette catégorie, je saurai quel est le régime fiscal appliqué, par exemple en micro, en forfait ou en réel. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment méthodologiquement, c'est la première chose à laquelle il faut penser. OK? C'est vraiment le début de tout, avant même de commencer à penser à l'imposition. Donc, on a vu nos revenus catégoriels. Je vais vous poser maintenant une deuxième question. On abordera les revenus catégoriels un petit peu plus tard, mais avant d'aborder les revenus catégoriels, je vais vous poser une autre question qui est un petit peu plus large. C'est celle de la territorialité. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on sait qu'une personne physique est imposée sur les revenus qu'elle gagne en France et pas à l'étranger? Moi, je peux tout à fait avoir des revenus en France, faire des formations à l'étranger, avoir une maison ou un appartement dans un autre pays, en Angleterre, percevoir des dividendes, des RCM d'une société polonaise. Comment on sait que bah, je dois être imposé en France
ou au Brésil, ou en Italie, ou en Pologne? Il me semble qu'il y a des critères pour ça. Du coup, je crois qu'il y avait un critère disant comme quoi si on était fiscalement rattaché à la France, ça si on avait notre Ouais. logement principal en France. Alors, c'est pas tout à fait. Mais bon, l'idée est là. L'idée est là. C'est pas tout à fait le logement, mais l'idée est là. Vous avez bien dit, il y a des critères. Ah, Il y a les centres effectivement des d'intérêt, c'est critères. ça. Centres d'intérêt, c'est pas ça? Alors, ça fait partie des critères, mais c'est pas le seul. Ok. Est-ce que vous La en connaissez résidence d'autres? fiscale? Pardon? La résidence fiscale. La résidence, oui. En fait, c'est le foyer. D'accord? Ça s'appelle Ok. le foyer fiscal. En gros, pour savoir si on a notre domicile en France, si on est domicilié en tant que personne en France, personne physique, on va regarder ces différents critères. Et ces différents critères, il faut les traiter dans l'ordre. C'est méga important de les traiter dans l'ordre. Vous n'avez absolument pas le droit de les traiter dans le désordre. Pourquoi? Parce que la loi et la jurisprudence ont précisé que l'administration, dans son raisonnement, le faisait dans cet ordre-là. Et donc, vous, demain, en tant que conseil, ben, vous allez devoir, si un client vient vous voir, vous lui posez tout de suite la première question, ouais, est-ce qu'en France, vous avez, premier critère, votre foyer en France? D'accord? Votre foyer fiscal, votre foyer familial, là où il y a votre époux, votre épouse, vos enfants, etc. Est-ce que c'est établi en France? Est-ce que votre adresse postale est en France? Si c'est le cas, le premier critère est rempli, vous êtes résident en France, résident fiscal français. D'accord? Ce n'est que si ce premier critère n'est pas rempli que vous avez le droit d'aller regarder le second. Ok. D'accord? C'est toujours dans cet ordre-là. Premier critère, puis second, etc. Jamais dans le sens inverse. Donc, on regarde d'abord le critère du foyer. Si par exemple, maintenant, eh ben, supposons que bah, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'adresse fixe en France. Par exemple, je voyage beaucoup, je fais des affaires un peu à l'étranger. Comment est-ce qu'on sait dans quel pays je suis imposé? Euh, Ça dépend du centre d'intérêt. Si, par exemple, la personne elle a des activités économiques en France, non, c'est pas Alors, ça. ça, c'est un autre critère. Mais avant d'arriver à ce critère-là, Ok. c'est-à-dire que je n'ai pas d'attache, j'ai pas d'adresse fixe. Par exemple, si vous prenez le cas des musiciens, par exemple, internationaux, ben, il y en a beaucoup qui ont en réalité, qui n'ont pas vraiment une adresse fixe parce qu'ils vont faire quelques mois dans un pays en concert, quelques mois dans un autre pays, etc. Donc, il y a Rania qui nous dit activité professionnelle et nationalité. La nationalité, non, ce n'est pas un critère. C'est ça un critère au niveau de la convention, mais pas un critère au niveau national. Et l'activité professionnelle, oui, c'est un critère, mais c'est le troisième critère. Nous, on cherche d'abord le deuxième. Le nombre de jours sur lequel on a séjourné. Exactement. D'accord? Et Laura nous a bien donné la réponse. C'est le lieu de séjour principal dans l'année. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va comparer et on va identifier le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps dans l'année. D'accord? Le lieu de séjour principal, c'est donc plus de 6 mois. D'accord? C'est-à-dire, voilà, Mohamed a répondu, son lieu de séjour principal, présent sur le territoire français, à plus de 183 jours. Donc, plus de 6 mois dans l'année, bah, du coup, votre résidence sera en France. OK? Si on n'arrive toujours pas avec ce deuxième critère de lieu de séjour principal à identifier du coup le, à identifier la résidence, on va regarder maintenant le troisième critère. Et le troisième critère, c'est, comme a dit Rania, l'activité professionnelle. Mais il faut que l'activité professionnelle soit l'activité professionnelle principale. D'accord? Donc, activité professionnelle principale. Donc, foyer tout d'abord, ensuite, lieu de séjour principal. Ok. Ensuite, activité professionnelle. Donc, l'activité professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'activité professionnelle principale. Comment on sait qu'une personne a son activité professionnelle principale en France? Quelle est l'analyse à faire? Et les revenus, Alors, en réalité, les revenus, c'est à prendre en compte, mais ça sera à en prendre en compte si jamais on n'a pas réussi à remplir une condition. En droit fiscal, on considère que votre activité principale est l'activité qui vous prend le plus de temps.
D'accord? Et c'est seulement si on considère que plusieurs activités vous prennent à peu près le même nombre de temps, donc vous y consacrez à peu près le même nombre de temps, qu'on va regarder les revenus. D'accord? Donc en gros, c'est le temps passé sur l'activité. D'accord? Si on n'arrive pas à trancher sur ça, on va regarder l'activité qui vous rapporte le plus d'argent. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère maintenant, c'est le centre des intérêts économiques. D'accord? Si on n'arrive toujours pas à déterminer avec l'activité professionnelle quelle est votre résidence, eh bien, on va regarder le centre des intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? C'est pas si on perçoit des revenus des ventes en France, par exemple? Oui, exactement. Alors, c'est assez large hein, comme notion, c'est-à-dire que ça peut viser beaucoup de choses. Le centre des intérêts économiques, ça veut dire c'est le lieu en comparaison des autres pays où vous avez le plus d'argent, de biens, d'immobilier, de cash, où vous allez recevoir le plus de bénéfices, par exemple, d'une entreprise, etc. D'accord? C'est ça le centre des intérêts économiques. Mais ça ne vient qu'en troisième et dernier lieu, lorsqu'on n'a pas réussi à identifier le foyer, lorsqu'on n'a pas réussi à identifier le lieu de séjour principal, d'accord? Ni à identifier, grâce à l'activité professionnelle, que vous êtes résident en France. On va regarder ensuite le centre des intérêts économiques. D'accord? Donc ça, ce sont les critères qui permettent à une personne de savoir si elle est bien résidente ou pas en France. Donc, quand dans un cas pratique, par exemple, on vous dit cette personne est résident fiscal français, la question de la nationalité n'a pas d'incidence. D'accord? En droit interne, c'est-à-dire en droit français, la nationalité ne compte pas. OK? En fait, quand on dit les résidents fiscaux français, ça veut simplement dire qu'il est résident fiscal en France. Ça veut dire qu'il peut être de nationalité française, de nationalité autre. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il est résident fiscal en France. OK? La nationalité aura une importance seulement au niveau des conventions. Lorsque, par exemple, il y a un conflit d'imposition, deux États veulent imposer les mêmes revenus, alors, dans ce cas, lorsqu'on n'a pas réussi à appliquer les autres critères, on va regarder en dernier recours la nationalité. D'accord? Donc, pour faire la transition maintenant entre la résidence fiscale qu'on a en France, d'accord, à savoir les critères que je viens de vous expliquer, et la deuxième question qui va être posée, celle de la double imposition, on va donc s'intéresser à une question fondamentale. Comme je vous ai dit, je peux être en France, par exemple, je réside en France, j'ai ma résidence fiscale en France, mais je peux tout à fait avoir un appartement en Espagne qui est mis en location. D'accord? Donc, mon appartement en Espagne qui est mis en location, il se peut du coup que l'Espagne, qui a absolument la même souveraineté pour taxer les revenus de son sol, elle a la même souveraineté que la France a sa souveraineté pour taxer les revenus qui sont en France. On est d'accord? Donc, du coup, comment on sait comment on impose? Qui doit imposer le revenu que je gagne en Espagne? Est-ce que c'est la France qui impose parce que je suis résident en France ou est-ce que c'est l'Espagne qui doit imposer? Comment on raisonne? Je crois qu'il y a des conventions entre les pays. Oui. Donc, il y a bien des conventions fiscales entre les différents pays. OK. Donc, comment ça se passe? Donc, convention fiscale bilatérale. Quel est l'intérêt de ces conventions fiscales bilatérales? À quoi ça sert? Pour du coup, justement, éviter la double imposition aux personnes qui peuvent switcher entre les deux pays concernés. Oui, très bien. Donc, concrètement, ça veut dire que si je suis résident fiscal en France, donc ça, on l'a établi. Maintenant, j'ai des revenus un petit peu partout dans le monde, en supposant que cette fois-ci, je prends l'exemple de l'Espagne. J'ai donc des loyers qui viennent de l'Espagne, d'accord? Des loyers d'un appartement mis en location. Donc, moi, en tant que résident français, je dois bien entendu faire une déclaration dans laquelle je mentionne l'intégralité des revenus que je gagne dans le monde. D'accord? Ça, c'est très important. Si je suis résident, j'ai l'obligation de faire cette déclaration et de dire
que bah, en France, j'ai du coup une obligation fiscale illimitée. C'est ce qu'on appelle l'obligation fiscale illimitée. Ça veut dire que je dois euh, déclarer aux impôts l'intégralité des revenus que je gagne en France et l'intégralité des revenus que je gagne ailleurs dans le monde. D'accord? Pour des raisons de transparence. Cette transparence, elle est très importante parce que ça va permettre à la France, à l'État français, d'aller confronter la déclaration que j'ai faite avec l'Espagne pour dire, ah, attention, est-ce que M. Diawara, il a bien des revenus en Espagne? Est-ce que c'est bien ce même montant de revenus? Vous voyez? C'est à ça que ça sert, cette obligation de le déclarer en France. Donc, j'ai donc en France mon obligation fiscale illimitée. Je dois tout déclarer. Bien entendu, vous avez donc compris que je ne vais pas être imposé sur tout, puisque l'Espagne va vouloir imposer les revenus, les loyers espagnols, d'origine espagnole. OK? Donc, en tant que résident en France, j'ai donc mon obligation fiscale illimitée. Le droit de communication qui existe entre l'administration française et l'administration fiscale espagnole va permettre de confronter les déclarations. OK? Mais en tant que personne qui a également un revenu en Espagne, j'ai en Espagne une obligation fiscale limitée. D'accord? Obligation fiscale limitée. Ça veut dire qu'en Espagne, je dois simplement déclarer les revenus que j'ai gagnés en Espagne, c'est-à-dire les loyers. OK? Donc, il y a Amel qui nous dit il faut que ce soit un établissement stable. Alors, l'établissement stable vise les entreprises. D'accord? Ça, on pourra le traiter quand on sera à l'IS, mais ici, on est à l'IR. D'accord? Donc, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Donc, vous avez vu, du coup, que l'intérêt d'une double imposition, l'intérêt, du coup, des conventions fiscales bilatérales, c'est d'éviter cette double imposition économique. D'accord? Éviter que les deux États imposent le même loyer gagné en Espagne. Et du coup, comment est-ce que on va pouvoir éviter cette double imposition? En sachant qu'en France, bah, je vais tout déclarer, et en Espagne, je vais déclarer aussi ces revenus. Donc, ça signifie que ces revenus vont se retrouver dans ma déclaration française et dans ma déclaration espagnole. Comment les deux États vont s'organiser pour, pour arranger cette question, pour répondre à cette question de double imposition? Du coup, ils vont suivre les critères qu'on a mentionnés précédemment, sachant dans quel pays le contribuable a passé le plus de temps, etc. Ah non, parce Ah que non? dans cette hypothèse, dans l'hypothèse que je viens de vous donner, bah, Hmm. ma résidence, elle est déjà établie en France. Je vous l'ai Ah, indiqué. Donc, ça veut dire que les critères sont déjà remplis. D'accord? Donc, les critères sont déjà remplis. Donc, comme ces critères sont déjà remplis, comment je fais pour éviter, enfin, comment l'État, l'administration fiscale s'organise pour éviter cette double imposition? du coup, on paye en France et c'est reversé en Italie, non? Enfin, en Espagne, pardon. Alors, la logique est là, d'accord? Donc, c'est cette logique-là. L'idée, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura ce qu'on appelle soit une exonération, d'accord? Soit une imputation. Ok. Donc, comment on mettre fin à la double imposition? Donc, comment on met fin à la double imposition? À travers, d'une part, l'exonération, c'est-à-dire qu'en gros, la convention va dire bah, cet État, un État va exonérer et l'autre va imposer, d'accord? Ou alors l'imputation avec le crédit d'impôt. D'accord. Ok. Donc, l'imputation, ça signifie concrètement que, bah, en fait, je vais être imposé en Espagne dans un premier temps, et ensuite, euh, l'impôt que j'ai payé en Espagne va venir s'imputer, c'est-à-dire être déduit de mon impôt français, d'accord, afin d'éviter d'être imposé deux fois. OK? Imputation par crédit d'impôt. OK. Ça, c'est les deux méthodes fondamentales qu'on va retrouver dans la plupart des conventions. OK? Donc, n'oubliez pas que la convention est là pour trancher un conflit de souveraineté. Deux États qui ont le même droit, la même puissance pour taxer les revenus qui sont de chez eux. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, d'une part, de la territorialité, c'est-à-dire la résidence, et d'autre part, de la question de la double imposition. OK?
Avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions sur les deux notions qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ok. Alors, euh, maintenant qu'on a identifié le foyer, qu'on a identifié les critères du foyer, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a comme critères dans le foyer? D'accord? En gros, qu'est-ce qu'on a comme personnes dans le foyer? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les personnes qui sont considérées comme faisant partie du foyer, composition du foyer? Ouais, il y a des membres d'un mariage ou d'un PACS. D'accord? Donc les membres, les personnes mariées, Oui. accès, Après, il y a les enfants mineurs. les enfants mineurs. D'accord? Le contribuable lui-même. Alors oui, le contribuable lui-même, c'est marié ou pacsé, ou alors célibataire. D'accord? Ça sera cette personne-là. Et il y a des enfants jusqu'à 25 ans s'ils sont étudiants. Ok, enfants jusqu'à 25 ans. Ils sont étudiants. D'accord? Et les personnes invalides hébergées, je crois. Les personnes invalides. Alors, quelles personnes invalides? Les personnes Ouais. infirmes, oui. Et infirmes. D'accord. Et lesquelles? N'importe quelle personne? Non, faisant partie de la famille, du coup. Il y a un Les lien de enfants. parenté. D'accord, les enfants. Les enfants. Les enfants qui ont un handicap, donc considérés comme invalides, s'ils ne peuvent pas, par exemple, subvenir à leurs besoins. Pour eux, il n'y a pas de condition. D'accord? Les parents aussi peuvent être attachés, mais ils ne bénéficient pas de ce qu'on appelle une quote-part. Ils ne bénéficient pas d'une quote-part de quotient familial. D'accord? Ils bénéficient d'un abattement. Donc, on a les enfants mineurs, les enfants majeurs. Donc, un handicap, peu importe l'âge, oui, ça là. Handicap, peu importe l'âge, dès lors qu'ils ne peuvent pas euh, subvenir à leurs propres besoins. D'accord? Et qu'ils ne peuvent pas avoir leur propre foyer. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, tous ces enfants-là, on suppose qu'ils sont donc célibataires, hein, parce que le régime des enfants mariés est un peu différent. OK? Alors, est-ce que vous pouvez me dire maintenant quel est le régime des enfants mariés, mariés? Ah, excusez-moi, je, une seconde. Oui, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le régime des enfants mariés, des enfants qui sont mariés, d'accord, mais qui souhaitent faire partie du foyer de leurs parents, hein, bien sûr. Je crois qu'ils peuvent être L'attachement. rattachés à leurs parents jusqu'à un certain âge et en D'accord? fonction de leurs études aussi. OK? Donc, les enfants, donc, euh, donc, s'ils sont mariés, d'accord, chargés de famille, jusqu'à 25 ans, ils peuvent être rattachés au foyer de leurs parents. D'accord? Mais il faut qu'ils continuent de faire des études. D'accord? Mais cette fois-ci, eux, ils ne vont pas spécifiquement bénéficier de ce qu'on appelle la quote-part du nombre, ils vont pas bénéficier de nombre de parts. D'accord? Ils vont bénéficier d'un abattement spécifique par personne. OK? Donc, c'est vraiment un régime à part. OK? Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de la tête. C'est-à-dire qu'en gros, on veut, dans le cadre de ce dispositif, permettre aux personnes euh, qui entrent dans la vie familiale, mais qui n'ont pas, ils sont pas suffisamment, on va dire, prêts d'une certaine manière, donc ils sont encore étudiants, d'être rattachés au foyer d'un de leurs parents. Donc, par exemple, un jeune de 25 ans épouse sa copine de fac, bah, ils peuvent, du coup, si leur foyer
leur jeune foyer peut se rattacher aux parents du jeune garçon ou aux parents de la jeune fille. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc, ils choisissent à quel foyer se rattacher. OK? Donc, on récapitule. Le foyer, c'est tout d'abord monsieur ou madame, donc, ou célibataire, hein, peu importe. Donc, en tout cas, la première personne, l'adulte. Et ensuite, les enfants mineurs qui sont rattachés automatiquement de plein droit. Vous avez les enfants jusqu'à 21 ans aussi, bon, pour être vraiment précis, les enfants jusqu'à 21 ans, d'accord, sans condition, peuvent être attachés. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'être étudiant, juste tant qu'on a jusqu'à moins de 21 ans et ici jusqu'à moins de 25 ans. Jusqu'à moins de 21 ans, c'est sans condition. Et ensuite, jusqu'à moins de 25 ans, il faut être étudiant. D'accord? Donc, de 21 jusqu'à 25 max, d'accord? Il faut être étudiant. Donc, 21 ans de plein droit ou dérogatoire. Si vous avez moins de 21 ans, c'est sur demande. Chaque rattachement est sur demande. Ce n'est pas de plein droit. Les seuls qui sont rattachés de plein droit, ce sont les enfants mineurs et les enfants qui sont infirmes, donc qui ont un handicap. D'accord? J'ai une question Oui. Alors, attendez. concernant, Alors, juste une seconde. Les enfants mineurs peuvent être rattachés aux parents, même s'ils ont des revenus importants. Oui. Oui, oui, les enfants mineurs sont toujours attachés aux parents, sauf si, par exemple, un enfant, par exemple, qui a 16 ans peut demander son émancipation et qui a des revenus, par exemple, il a créé son entreprise. Donc, à 16 ans, il peut demander son émancipation et former son foyer. Ça, c'est possible, mais il faut qu'il fasse cette demande de détachement et que les parents l'acceptent. Mais sinon, peu importe les revenus seront rattachés à ceux des parents, même s'il a plus de revenus que ses parents. D'accord? Alors oui, vous aviez une question. oui, ma question c'était, vous avez mis ceux de 21 ans ou 25 ans, ceux qui sont sous tutelle ou curatelle, ça se passe comment? Ils sont directement attachés ou pas? Ils sont rattachés aussi. Ils sont dans la même ils sont dans la même configuration en réalité que les enfants qui ont un handicap. D'accord, ok, ça D'accord. marche. Donc voilà un petit peu la configuration que l'on a par rapport au foyer fiscal. D'accord? Après, il y a plein de petites, on va dire plein de petites subtilités qui existent, mais en réalité, l'essentiel, c'est ça. D'accord? Donc, euh, il faut savoir également, et ça c'est vraiment quelque chose de particulier, que dans le cadre d'un foyer, vous avez la possibilité d'intégrer un ascendant. D'accord? Euh, Vous avez du coup la possibilité de le faire et vous allez bénéficier du coup d'un abattement censé représenter la prise en charge de cet ascendant qui est de 4 039 euros. Bon, ce sont des montants qui sont actualisés chaque année, d'accord? Ne vous inquiétez pas si vous ne maîtrisez pas le montant. Généralement, dans un cas pratique, on vous donnera le montant, d'accord? Mais l'idée, c'est simplement de comprendre que si vous avez un enfant majeur marié, d'accord, de moins de 25 ans étudiant, lui, il bénéficiera pas de part du foyer, d'accord, de part de quotient familial. Il bénéficiera d'un abattement. Pour tous les autres enfants, ils bénéficieront d'une part du quotient familial, d'accord? Et du coup, sur le calcul du quotient familial, comment ça se passe? Déjà, qu'est-ce que le quotient familial et comment on le calcule? Je crois que le quotient familial se calcule, c'est par rapport aux enfants, on a une demi-part pour les deux premiers enfants. À partir du troisième, on a une part entière, je crois. C'est ça, C'est bien ça. exactement. Donc, chaque parent a une part, d'accord? Chaque, premier enfant, deuxième enfant, 0,5 part pour chaque enfant. Et à partir du troisième, on a une part. D'accord? Ah, une part. Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, quel est du coup l'intérêt de calculer ce quotient? En gros, qu'est-ce que le quotient? À quoi ça sert en fait? C'est ça la question. Pourquoi on Ça appelle aide ça le quotient? à réduire du coup l'impôt revenu qu'on paye à la fin d'année.
Alors oui, c'est vrai, mais ma question surtout, c'est à quoi ça sert? C'est-à-dire que à quoi ça va vous servir de faire cette identification-là? À quoi ça sert de calculer un revenu par part, un quotient familial? Bah, parce que le quotient familial par ménage, on va dire ça, n'est pas le même pour tous. Donc, plus le quotient familial est important, plus l'impôt va être réduit. Très bien, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est de reconstituer de manière fictive euh, un revenu pour chaque membre du foyer. D'accord? Même si, par exemple, les enfants ne travaillent pas, bah, on va reconstituer fictivement en disant chaque parent représente une part et chaque enfant représente 0,5 part jusqu'au troisième et au-delà. Et donc, du coup, on va reconstituer fictivement un revenu par personne dans le foyer. D'accord? Pourquoi en réalité on est obligé de faire ce travail-là? Parce que le barème progressif auquel on va soumettre ce revenu familial a été construit pour une part fiscale. Donc tous les revenus qu'on a, il faut diviser par le nombre de parts pour pouvoir ensuite le soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. OK? Donc pour le moment, ne vous inquiétez pas, hein. C'est quelque chose qu'on va voir après dans un autre live, mais l'idée, c'est simplement de comprendre la logique derrière le revenu par part. D'accord? Le quotient familial. Donc, le quotient familial, c'est ça, c'est identifier fictivement le revenu de chaque membre du foyer. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, on soumet au barème progressif et à la sortie du barème progressif, on obtient du coup un impôt par part. D'accord? Puisque à l'entrée du barème progressif, avant le barème progressif, on avait un revenu par part qu'on appelle le quotient familial. On le soumet au barème progressif, qui est un barème par tranche. D'accord? Plus vous gagnez de revenus, plus vous êtes imposé. On va de 0% à 11%, de 11% à 30%, de 30% à 45, à 41% et de 41% à 45%. D'accord? Donc, plus vous gagnez d'argent et plus votre tranche d'imposition, qu'on appelle votre tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire la tranche maximale sur laquelle vous êtes imposé, est élevée. D'accord? Donc, à la fin du barème, maintenant, vous allez, du coup, d'obtenir un impôt par part, que vous remultipliez par le nombre de parts pour obtenir l'impôt brut du foyer. D'accord? Donc, il y a pas mal d'étapes, d'accord, jusqu'à l'impôt brut du foyer. Et sur l'impôt brut aussi, vous avez pas mal d'autres petites corrections qu'il faut faire pour arriver à l'impôt final, à l'impôt net. OK? Mais ça, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on va aborder progressivement, ensemble, plus tard, et vous allez comprendre les différentes étapes, d'accord? Donc, maintenant qu'on a vu le fonctionnement global du foyer, maintenant qu'on a vu que qu'est-ce que la résidence fiscale, qu'est-ce que le foyer, qu'est-ce que la double imposition, pourquoi il y a la double imposition et comment on règle la question de la double imposition. On a également vu la question du foyer, comment est composé ce foyer, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui est dedans, d'accord? Et comment on calcule les revenus. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement à ces revenus-là. Qu'est-ce qu'on met du coup dans cette déclaration? OK? Donc, on avait vu au début de ce live, on avait vu du coup les différents revenus catégoriels. On va commencer par la première, qui est les traitements et salaires. Traitement, salaire, pension, rente viagère. OK? Alors, les traitements et salaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la fiscalité, à l'imposition des traitements et salaires? Il y a un abattement de 10% sur les salaires. Alors, il y a un abattement de 10% sur les salaires, très bien. Donc, concrètement, ça veut dire que si je reçois une, un salaire, que mon employeur me verse un salaire, je vais déclarer du coup mon salaire imposable, d'accord? Et l'administration fiscale va faire un abattement de 10%. Pourquoi cet abattement de 10% est fait? À quoi ça sert? C'est censé représenter quoi? C'est des frais professionnels. En gros, c'est un D'accord? forfait. Exactement. Soit on Donc est au là, frais réel, soit on prend le forfait des 10%. exactement. D'accord? Donc les traitements et salaires prennent en compte, euh, dans le cadre de l'abattement de 10%, les charges professionnelles. C'est-à-dire qu'on va considérer que vos charges professionnelles que vous allez pouvoir déduire représentent 10%. OK? C'est ce qu'on appelle du coup un forfait.
Donc, vous avez, et c'est ce qu'on va voir de manière assez fréquente en droit fiscal, s'agissant des revenus catégoriels, vous avez d'une part la possibilité de rien faire, c'est-à-dire de voir votre déclaration de revenus, de valider le salaire que votre employeur a précisé, et de signer, de valider et d'envoyer. Si vous faites ça, eh ben, l'administration fiscale va considérer que vos dépenses professionnelles, elle va les estimer globalement à 10% de votre salaire. D'accord? Donc, elle va donc faire ce qu'on appelle un abattement de 10% sur votre salaire. Cette notion d'abattement, elle est très importante. À chaque fois que vous entendez abattement, pensez solde. D'accord? Si on vous dit qu'un vêtement est soldé 30%, vous allez pouvoir faire le calcul. Si on vous dit que c'est soldé 50%, vous allez savoir faire le faire. Et bien, l'abattement, c'est ça. D'accord? Parce que souvent, l'abattement, vous multipliez et vous oubliez qu'en fait, il faut déduire un pourcentage. OK? Donc, vous allez prendre votre salaire, d'accord? Et vous allez faire salaire moins 10% de ce montant pour obtenir le salaire net qui va être soumis à l'impôt sur le revenu, qui va être soumis au barème progressif. OK? Donc, quel que soit le revenu catégoriel, on part toujours donc d'un revenu brut. On déduit globalement soit un forfait, soit les charges pour leur montant réel pour obtenir un revenu net imposable. C'est vraiment cette logique qu'il faut avoir en tête tout le temps, parce que notre matière, elle fonctionne sur cette logique-là. Revenu brut, on déduit soit un forfait, soit on déduit des montants réels, d'accord, des charges réellement dépensées avec les justificatifs, bien sûr, à garder, pour obtenir un revenu net. On ne peut jamais cumuler un régime forfaitaire avec un régime réel. C'est l'un ou l'autre. Et donc, votre travail demain en tant que professionnel, d'accord, ça sera véritablement de faire cette part. Si un client vient vous voir ou une entreprise vient vous voir, vous devez être en capacité tout de suite d'identifier quel est le régime le plus optimal pour votre client. Et ça, c'est méga important parce que votre succès, votre crédibilité dépendra de ça, dépendra de l'avantage et des réductions et de l'économie que vous allez réussir à lui faire faire. D'accord? Donc, vous allez toujours avoir en tête que même s'il vous propose, il vous explique que bah, il veut aller sur tel régime, c'est à vous de faire le double travail, de vérifier bah, s'il est en régime forfaitaire, voilà comment on va raisonner. S'il est en régime réel, voilà comment on va raisonner. Et vous, vous allez montrer les deux et lui dire attention, peut-être que le régime réel est plus intéressant pour vous. Maintenant, c'est à plusieurs conditions, il faut garder les justificatifs, etc., etc. Donc, cette vigilance-là, elle découle justement des règles d'éthique fiscale aussi qu'on met à votre disposition, que la loi a imposées aux professionnels du chiffre, et de leur expliquer que, attention, vous avez aussi, dans cette question d'éthique, cette obligation de vigilance aussi par rapport à votre client. OK? Donc, toujours avoir cette obsession et cette idée que il n'y a jamais un seul régime. Il y a toujours généralement deux régimes et on fait un choix entre deux régimes. Et qu'on vous le dise dans un cas pratique ou pas d'ailleurs, vous devez toujours aller vers la solution qui est la plus avantageuse pour votre client. D'accord? Toujours, toujours. C'est la règle d'or en droit fiscal. C'est en gros, bah, la solution la plus avantageuse, c'est celle qui va lui permettre de payer le moins d'impôts, hein, tout simplement. D'accord? Donc en réalité, ça va être ça. Parfois, ça va être un peu plus complexe. Parfois, payer moins d'impôts aujourd'hui peut signifier que vous allez payer plus d'impôts demain. Donc, il faut peut-être faire une analyse plus large dans ce cas. D'accord? Mais de manière générale, dans un cas pratique, on va vous donner des exemples assez concrets. OK? Et donc, on va vous limiter généralement à une année ou à un exercice. On ne va pas vous faire travailler sur plusieurs années. Mais si jamais c'est le cas, vous devez avoir une vision d'ensemble et vous dire, OK, peut-être qu'en année N, monsieur paye moins d'impôts, mais peut-être qu'en N plus 1 ou N plus 2, peut-être qu'il va en payer plus si je choisis ce régime-là. Donc, il faudra avoir une vision plus globale. D'accord? Et de manière générale, cette façon de faire, il faudra essayer de la garder systématiquement pour tous les cas qu'on va traiter ensemble. D'accord? Donc, cet abattement de 10%, d'accord? Cet abattement de 10% qu'on a vu, c'est un abattement qui, qui en réalité vise des situations assez particulières. Donc, c'est un abattement qui va viser les traitements et salaires, d'accord? Et cet abattement, par contre, il est plafonné. C'est-à-dire qu'il est plafonné à un montant minimum de 504 euros. D'accord? Donc TS, abattement minimum
de 504 euros. Maximum de 14 426. C'est pour 2025. D'accord? Donc, ça veut dire que le montant que représentent les 10%, le forfait, ne doit pas être en dessous de 504 et ne doit pas être au-dessus de 14 426. Ça veut dire que si, par exemple, ok, on a un salaire, un traitement de salaire de 50 000 euros, ok, l'abattement sera donc de 10% de 50 000. Donc, l'abattement sera donc de 5 000. Okay, j'aurai donc un salaire net de 45 000. C'est ce 45 000 qui sera imposable. Voilà. Donc ces 5 000-là, on voit bien que ça ne dépasse pas le plafond. C'est bien en dessous. Donc il n'y a pas de problème, on peut le dire. Deuxième exemple, prenons maintenant toujours à une personne qui gagne un salaire, mais cette fois-ci, elle gagne 150 000. Okay, les 10% en appliquant l'abattement correspondront donc à 15 000. Donc on voit bien tout de suite que ces 15 000-là, ben, on a dépassé le plafond de 14 000. D'accord? Donc ces 15 000-là, on est obligé de l'écarter. D'accord? Et d'appliquer plutôt le plafond de 14 426. OK? C'est comme ça que ça marche. Vous faites du coup un revenu imposable de 135 574. Donc ça signifie que quand vous gagnez beaucoup, à un moment donné, le montant maximum des charges que vous allez pouvoir déduire dans le cadre du plafond, bah, il est plafonné, il est limité à 14 426. Mais n'oubliez pas, hein, ce montant-là, les 14 426, un forfait. Ça veut dire que vous n'avez rien à déclarer en termes de montant de dépenses. OK? Vous avez simplement à déclarer les 150 000 et c'est tout. Et l'administration se chargera de déduire les 14 426. Maintenant, d'accord? Ça, c'est le régime forfaitaire. Maintenant, si vous estimez que vos charges, effectivement, celles que vous avez dépensées, vos dépenses professionnelles, de déplacement, de nourriture, des dépenses avec des clients, etc., toutes les dépenses réellement professionnelles qui ont été faites dans le cadre de l'obtention ou de la conservation de votre salaire, si vous estimez que ces montants-là sont supérieurs aux abattements de 5 000 dans ce premier cas ou à l'abattement de 14 000 par exemple dans ce second cas, vous avez tout intérêt à opter pour le régime réel. D'accord? Opter pour le régime réel d'imposition, opter pour le régime réel, ça signifie que vous allez déduire le montant réel des justificatifs. D'accord? Le montant réel des sommes que vous avez dépensées en gardant bien entendu toutes les factures parce que l'administration fiscale a la possibilité de vous contrôler pendant 3 ans minimum, sur les 3 dernières années. D'accord? C'est ce qu'on appelle le délai de reprise, le délai de prescription. Donc ça, c'est très important. Donc, et c'est pour ça que je vous disais, d'une part, on a le forfait et d'autre part, on a le réel. Donc, toujours faire ce calcul-là et inciter votre client, en gros, à garder ses justificatifs, à garder toutes ces factures, et à la fin de l'année, on fera le bilan. D'accord? On fera le tri entre ce qui est fiscalement déductible, ce qui n'est pas fiscalement déductible, ce qui est professionnel, ce qui n'est pas professionnel. Et à partir de là, le conseiller correctement et lui dire, ah, dans votre situation, peut-être que opter pour le régime réel est le meilleur. Donc, l'option pour le régime réel nécessite du coup une structure comptable, pardon, une structure de ses justificatifs de manière rigoureuse. Il ne faut pas perdre ses factures parce qu'on sait que pendant 3 ans, bah, on ne sait jamais, l'administration pourra éventuellement vous venir rectifier le client. OK? Donc, ça nécessite vraiment une certaine rigueur. Mais c'est quelque chose qui peut du coup fondamentalement permettre de diminuer l'impôt à payer. D'accord? Donc, dans les salaires, c'est ce qu'on a. On a d'une part l'abattement et d'autre part le régime réel. OK? Eh bien, cette façon de faire, cette méthode, on la retrouve réellement en réalité dans les autres situations. On a vu, toujours dans les revenus d'activité, on a vu également les bénéfices nets commerciaux. D'accord? Pardon, les bénéfices non commerciaux, excusez-moi. Les BNC. D'accord? On a dit que les BNC, c'était des activités
qui relevaient des professions libérales, par exemple, médecins, euh, etc., kinés ou autres, avocats, etc. Vous avez aussi d'autres professions hein, qui ne sont pas des professions libérales, mais qui sont des professions de nature civile, d'accord? Donc des professions de nature civile qui relèvent aussi des BNC. Ou alors des professions, des activités qui n'entrent pas dans une catégorie spécifique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas pu déterminer une catégorie spécifique à un revenu, ben, on va la mettre par défaut dans la catégorie BNC. C'est ce qu'on appelle la cédule balai, dans laquelle ben, on balance tout le reste, tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. D'accord? Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que pour concernant les traitements et salaires, on n'a pas un plafond pour si on opte pour le régime réel? Non. Si vous optez pour le régime réel, il n'y a aucun plafond. C'est-à-dire que tant que vous pouvez justifier, Justifié, ok. d'accord, Ok, aucun très bien. plafond. C'est ça l'avantage Merci. en réalité. Vous voyez? Mais il faut être rigoureux dans sa justification. En gros, il faut vraiment que vous soyez sûr que toutes les factures que vous allez déduire soient bien les factures professionnelles. D'accord? Mais il n'y a aucun plafond. Maintenant, bien entendu, si vous déduisez autant que vous avez gagné, bon, là, il y a peut-être des risques on vous fasse un petit contrôle. Parce que si vous ramenez votre, votre revenu à zéro, ça veut dire que vous avez dépensé l'intégralité de ce que vous avez dépensé professionnellement, l'intégralité de ce que vous avez gagné. Alors que comment, on va donc se poser la question comment vous avez fait pour vivre, en fait. D'accord? Vous avez besoin de faire d'autres dépenses. Donc, ce ne serait pas très logique par exemple, déduire la totalité de ces dépenses en frais professionnels. D'accord? Là, c'est vraiment un, un red flag, quoi. D'accord? Donc, faire bien attention à ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez déduire tout ce que vous pouvez du moment que c'est bien lié à la profession. OK? Donc, s'agissant des BNC, on a du coup ces professions libérales-là qu'on va appeler les professions libérales, mais également les personnes qui sont titulaires de charges et offices. C'est le cas des notaires, par exemple, c'est le cas des commissaires de justice, etc. D'accord? Ils relèvent aussi des BNC. Et c'est le cas aussi d'autres professions civiles. Par exemple, un enseignant relève des BNC, du moment qu'il n'est pas soumis à un contrat de travail et qu'il exerce en toute indépendance son activité. D'accord? Mais ce n'est pas une profession qui relève ni des professions libérales spécifiquement, parce que ce sont des professions réglementées, ni des charges et offices qui sont aussi des professions réglementées. OK? Donc, s'agissant de l'imposition des BNC, bah, on a la même logique. On a d'une part un régime forfaitaire qu'on appelle micro, micro BNC, OK? Et on a d'autre part un régime réel d'imposition. On appelle du coup la déclaration contrôlée. Son nom est assez évocateur. Déclaration contrôlée. Je déclare et après on contrôle mes justificatifs. Pour voir si ça correspond bien à la réalité. Donc le micro BNC, c'est un régime forfaitaire. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les conditions du régime micro BNC? En dessous de 80 000, Non, c'est pas tout à fait ça. On n'est pas très loin. Alors, 83 000. quand vous me dites en dessous, qu'est-ce qui doit être en dessous? Toutes les revenus reçus. Donc les recettes, le chiffre d'affaires. Voilà, c'est D'accord? ça. Donc il faut être très précis hein, C'est vraiment une matière, le droit fiscal, c'est vraiment une matière qui est très cohérente, qui n'est pas difficile, mais qui est très minutieuse. Donc si vous trompez de notion, vous pouvez dire le contraire de ce que vous voulez dire. D'accord? Donc faites bien attention. Là, c'est les recettes, donc le chiffre d'affaires. Donc en fait, pour pouvoir bénéficier du régime micro-BNC, il faut que le chiffre d'affaires de l'exploitant indépendant soit inférieur ou égal à 77 700. 77 700 Voilà, hors taxe. OK? hors taxe. Parce qu'il y a une déclaration de TVA qui est à faire à part, donc toutes les déclarations ici seront hors taxe. Donc si son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 77 700
euros, alors il peut bénéficier du micro-BNC. C'est-à-dire qu'il peut bénéficier de l'abattement. S'il est au-dessus de 77 700, il ne peut plus bénéficier du micro-BNC. D'accord? Il sera obligatoirement soumis au régime réel d'imposition. Et du coup, le réel d'imposition, vous avez compris, hein, il va déduire les charges professionnelles. OK? Il y a Ça change pas. un souci de TVA. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser un montant hors taxe pour que la TVA aussi soit au réel et plus au forfait ou trimestriel, quelque chose comme ça? Oui, la TVA aussi est soumise à son plafond. Mais ça, c'est autre chose. Ça, on le traitera quand on traitera de la TVA. Mais D'accord, vous ok, allez voir que pour la TVA, c'est pareil. Vous avez les régimes de franchise, vous avez les régimes simplifiés, etc. Après, ok. pour la TVA aussi, vous avez des seuils. OK? Elle est Mais en fait, inférieure? Elle est la moitié à peu près ou pas? euh, le, le, pour la TVA, Oui. le plafond a été aligné sur celui-ci, celui du micro. D'accord? Donc, il est aussi de 77 000, mais Ah, là, il est possible que la loi de finances qui va arriver, qui n'est pas encore votée, modifie, parce que c'est dans le cadre du projet. Donc, il faut attendre encore avant que je vous confirme véritablement d'accord. le nouveau plafond. Parce que là, on n'a Ok, pas de nouvelle merci. loi de finances et D'accord, merci. on est encore sur une loi spéciale. D'accord? Donc, sur notre micro, d'accord, on a un chiffre d'affaires inférieur à 77 700, OK? Pour pouvoir donc bénéficier du chiffre d'affaires du micro, on va donc prendre les recettes, donc le chiffre d'affaires, moins un abattement qui est de combien pour les BNC? Je vous écoute. 34%. D'accord? Donc abattement de 34% sur le chiffre d'affaires pour obtenir le BNC net imposable. D'accord? Encore une fois, cet abattement-là est censé représenter les charges professionnelles. OK? Donc, on a soit cet abattement-là, soit si le contribuable considère que ces charges sont sont plus plus élevées, élevés, il il va va pouvoir, pouvoir, du coup, déduire déduire les les dépenses dépenses réelles. réelles. D'accord? D'accord? Exemple. Donc, prenons par exemple un médecin qui a un chiffre d'affaires de 70 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on raisonne ici? Alors, je vous écoute. On vérifie si le chiffre d'affaires ne dépasse pas le seuil. Et après, s'il ne dépasse pas, on fait un abattement. Exactement. Donc, dans un premier temps, on va donc, du coup, on va faire un travail de comparaison, hein, d'accord? Euh, on va faire un travail de comparaison. Dans un premier temps, on va calculer le régime micro-BNC, d'accord? Et ensuite, on va calculer le régime réel. Mais avant de faire ça, il faut d'abord se poser la question, c'est est-ce que notre médecin peut bénéficier du micro? D'accord? Ça, c'est la première question, elle est fondamentale. Donc, dans un cas pratique, il faut toujours commencer par répondre à cette question. Donc, avant même de répondre à cette question, vous devez d'abord dire en une phrase, le médecin exerce bien une profession libérale, indépendante, donc il relève des BNC. Donc ça, en une phrase, c'est réglé. Et après, vous dites, il a un chiffre d'affaires de 70 000, d'accord? Est-ce qu'il peut bénéficier du micro BNC? Ah oui, d'accord? Parce que son chiffre d'affaires est inférieur à 77 700. Il est inférieur au plafond, d'accord? Donc, son BNC net égale son chiffre d'affaires 70 000 moins l'abattement de 34%. OK? Abattement de 34%. Donc 70 000 moins 34%, ça nous fait 46 200. Alors vous pouvez faire le travail en deux temps, hein, c'est-à-dire vous faites 70 000 fois 34% pour trouver le montant de l'abattement, et ensuite vous faites 70 000 moins le montant que vous avez 600.
D'accord? Donc, est-ce qu'il peut bénéficier aussi du régime réel? Supposons maintenant, supposons maintenant que ses charges professionnelles soient de 25 000. Quelle question vous devez vous poser à ce moment-là? Si je vous donne en plus les charges professionnelles, la logique est la même, hein, elle ne change pas par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on a calculé le BNC net en utilisant le micro, d'accord? Maintenant, il faut refaire la même chose. Étant donné que quand on relève du régime réel, on peut toujours opter pour le régime, pardon, lorsqu'on est en régime micro, on peut toujours opter pour le régime réel, bah, vous allez devoir faire le test, d'accord? Du coup, vérifier si, en application du régime réel, bah, c'est pas plus intéressant, d'accord? Donc, on va faire 70 000 moins 25 000, ça nous fait donc 45 000. Donc ici, on va donc comparer les deux. En BNC net, s'il ne fait aucune déduction de charge, donc en micro BNC, il va être imposé sur 46 200. Alors que s'il est en réel, il va être imposé sur 45 000. Donc, le réel est plus intéressant fiscalement. Donc, vous voyez du coup que dans un cas pratique, on peut vous donner un exemple, un exercice, où on vous dit simplement, un médecin a un chiffre d'affaires de 70 000, il a les charges professionnelles de 25 000. Quel est le traitement fiscal de son opération? Comment sont imposés ses revenus? En fait, on peut ne rien vous dire, ça sera à vous de déduire tout ça. Ce sera à vous déjà de dire, premièrement, il relève d'une profession libérale, donc il relève des BNC. Deuxièmement, son chiffre d'affaires est inférieur à 77 700, donc oui, il peut bénéficier du micro-BIC. Et troisièmement, vous devez vous dire, ah mais attention, il peut certes bénéficier du micro-BIC, mais est-ce que c'est avantageux pour lui? Donc pour savoir si c'est avantageux pour lui, vous allez dire, bah, peut-être qu'il peut opter pour le régime réel. Donc en optant pour le régime réel, il va payer, il va être soumis à l'impôt sur une base de 45 000 euros. Alors que sur le régime micro, d'accord, il va être soumis à l'impôt sur une base de 46 200. On voit bien, et là vous allez conclure, en conclusion, que le régime réel est plus intéressant. Donc il ne faut pas tomber dans le piège, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que comme son chiffre d'affaires est inférieur au plafond de 77 700, que ça signifie que obligatoirement, il relève forcément du micro. Il relève du micro, ça c'est par défaut, oui. Mais ce n'est pas forcément le régime qui est le plus intéressant pour lui. Tout dépend de sa configuration, de ses charges. OK? Donc, voilà comment, en gros, ce qu'il faut retenir, hein, des BNC. On verra dans un... Vous aviez peut-être une question? Non, pas de question? En tout cas, est-ce que c'est compris de manière générale? Est-ce que la logique que je viens de vous expliquer, elle est comprise? OK. Alors, maintenant, bah, on va poursuivre avec une autre catégorie qu'on appelle les bénéfices agricoles. Je traiterai dans un autre live les bénéfices industriels et commerciaux parce que c'est vraiment une catégorie à part. Donc aujourd'hui, on va se limiter aux revenus d'activité, d'accord? Les revenus d'activité, on verra ensuite les revenus de remplacement. Donc, s'agissant maintenant des bénéfices agricoles, là, c'est un peu plus costaud, d'accord? Donc, accrochez-vous parce que c'est un régime qui est un peu particulier et qui est sur lesquels il faut faire très attention en réalité. D'accord? Donc, on a dit dans la définition des bénéfices agricoles qu'il s'agissait des bénéfices que tirent les personnes qui effectuent une activité agricole de manière générale, donc les éleveurs, les fermiers, les agriculteurs, etc. Et ce sont les revenus qu'ils tirent de leur agriculture, de leur activité. Je vais vous poser une question toute simple.
Prenons l'exemple d'un éleveur de moutons, d'accord? Une personne qui élève des moutons, non, on va dire plutôt qui fait de l'élevage de chèvres. Voilà, c'est l'exemple que je préfère. Et il fait l'élevage de chèvres et il utilise le lait de chèvre pour faire du fromage de chèvre et il vend le fromage de chèvre au marché. D'accord? Comment est-ce qu'on impose son activité d'éleveur de chèvres? Et est-ce qu'on impose son activité d'éleveur de chèvres? Et ensuite, comment on impose son activité de vente de, de fromage de chèvre? Et est-ce qu'on l'impose? Je vous pose vraiment cette question parce qu'elle est fondamentale pour comprendre la logique derrière les bénéfices agricoles. Alors, donc, d'une part, élevage, éleveur de chèvres, et d'autre part, vente de fromage de chèvre. Ah, je crois avoir la réponse. Alors, je vous écoute. Alors, c'est pas si par exemple l'activité commerciale de vente de fromage, elle est prépondérante à l'activité agricole, elle peut être soumise au BIC, sinon elle est soumise au BA. Alors, bon, vous êtes tombé dans le piège hein, que je vous ai tendu, mais c'est bien de tomber dedans, comme ça, vous n'allez plus jamais faire l'erreur. Mais c'est pas ça. Donc là ce que vous m'expliquez là, c'est le régime, ce qu'on appelle les BIC par attraction. C'est-à-dire qu'une activité BIC qui va attirer dans son giron une activité BA ou une activité BNC. Ça, c'est le BIC par attraction. Ce n'est pas notre cas ici. Et je vous pose cette question parce qu'elle est structurante par rapport à la compréhension des bénéfices agricoles. Si vous comprenez ça, vous n'allez jamais vous tromper. Donc, vous m'avez dit, il y a deux activités. Est-ce que quelqu'un a une autre Excuse-moi, est-ce réponse? que tu peux reprendre ce que tu disais parce que j'entendais pas, je buguais. En fait, il y a une personne qui élève des chèvres et qui vend du fromage de chèvre sur le marché. D'accord? Donc, du fromage qui tire de l'exploitation de son élevage de chèvres. Donc, du coup, la question, c'est comment est imposé l'élevage de chèvres? Et est-ce que c'est imposé? Comment est imposée la vente de fromage et est-ce que c'est imposé? La vente, la vente du fromage, c'est une activité commerciale, oui, c'est imposé. Donc, la vente de fromage est une activité imposée. Et du coup, et l'élevage, vous considérez que l'élevage, c'est du BA et la vente de fromage, c'est du BIC. C'est ce que disait votre camarade avant. Je lui ai répondu que non. Donc, Rania me dit tout est imposé au BIC. Encore une fois, non. En fait, la vente du fromage est imposée seulement si son activité est majoritaire, non. Jean, non, non plus. Élevage au BA et vente au BA, car transformation de produits récoltés. Très bien, excellent Aurélie. Aurélie a trouvé la bonne réponse. D'accord? L'ensemble sera imposé au BA. Et pourquoi? Et c'est vraiment l'élément, hein, transformation de produits qui est issu de l'agriculture. C'est ce qu'on appelle le cycle agricole. D'accord? En fait, quand une personne élève du bétail, par exemple, et tire de ce bétail un produit, la vente de ce produit relève des BA. Tout simplement pour une raison toute simple. Est-ce que vous pouvez imposer l'élevage? Pour imposer l'élevage, il faut en tirer un revenu. Quel revenu on tire d'élever des animaux? Rien du tout, en fait. Donc, il y a zéro revenu. Il faut que vous fassiez quelque chose de cet élevage, de ces produits, de ce bétail. Il faut que vous en tiriez quelque chose et que c'est ce quelque chose que vous allez tirer que vous allez vendre. D'accord? Mais ce que vous allez vendre ne relève pas en fait d'une activité commerciale. Ce n'est que la continuation logique de votre activité agricole. C'est pour ça qu'on parle de cycle agricole. Donc il faut absolument pas, absolument pas, absolument pas dissocier les deux. D'accord? C'est une erreur courante, hein, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Maintenant, vous comprenez bien que quand on est dans un cycle agricole, d'accord, qui est considéré comme un cycle unique, c'est-à-dire une chaîne de production. On passe de l'élevage, parfois
de la récolte, transformation et ensuite vente, et bien tout ça, c'est considéré comme une seule et même chose, un seul et même cycle, soumis au même régime. D'accord? Ça, c'est ultra important. D'accord? L'élevage seul ne vous apporte pas d'argent. D'accord? Vous levez à 3 heures du matin, vous donnez à manger au bétail, bah, vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez qu'à partir du moment où vous commencez à extraire du fromage de chèvre, à tirer le lait, le transformer en fromage et vendre ce fromage. C'est là que vient votre revenu. D'accord? Pareil pour la laine. Euh, Tondre les moutons, par exemple, pour en tirer la laine, etc., etc. D'accord? Tant que vous êtes dans l'élevage, vous êtes à zéro revenu, 0 € de revenu. Ce n'est que quand vous transformez ce que vous tirez de cet élevage que vous allez obtenir des revenus. OK? Donc ça, c'est un premier point, on va dire un premier point de piège fondamental à comprendre sur les bénéfices agricoles. OK? Donc maintenant qu'on a identifié ça, on va voir maintenant les règles applicables en matière de bénéfices agricoles. Premièrement, le calcul du résultat du BA net est un peu différent de ce qu'on a vu en BNC. D'accord? Il est un peu plus complexe. En réalité, étant donné que les agriculteurs ont des cycles très compliqués, ils ont des années très difficiles de manière générale, hein. C'est un métier difficile, mais ils ont aussi des années très difficiles et des années où ils font un peu plus de bénéfices. Donc, du coup, on ne peut pas les imposer pleinement euh, sur les années, on va dire, meilleures et pas du tout sur les années difficiles. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire une moyenne de 3 années. D'accord? Et pour pouvoir savoir quel est le régime applicable, on va donc utiliser la même méthode, hein, qui est le micro-BA. Et le micro-BA, c'est faire la moyenne, d'accord, des 3 exercices N-3 plus N-2 plus N-1. Donc, on prend la moyenne des chiffres d'affaires des 3 exercices précédents. D'accord? Et on divise du coup tout ça par 3 pour obtenir un montant. D'accord? Cette moyenne, c'est cet élément qui va permettre de savoir si notre agriculteur, notre exploitant agricole peut bénéficier ou pas du micro-BA. OK? En gros, si cette moyenne est inférieure si cette moyenne est inférieure ou égale à 120 000 euros, alors le micro-BA s'applique. Okay. Là, c'est le régime. Au-delà de 120 000, c'est le régime simplifié qui s'applique, donc le régime réel. Hein. D'accord? Il y a plusieurs régimes réels. Il y a le régime réel simplifié, dans lequel vous avez des déclarations à faire, mais avec moins de paperasse, moins d'exigences comptables et fiscales. D'accord? Donc, c'est le régime réel qui va s'appliquer jusqu'à 391 000 de chiffre d'affaires. Au-delà de 391 000, c'est le régime réel normal. Dans le régime réel, vous savez maintenant comment ça fonctionne. On ne fait que déduire les dépenses professionnelles en lien avec l'activité. OK? Donc, on a la moyenne des 3 derniers exercices, on obtient un montant. Si ce montant est inférieur à 120 000 euros, alors le régime micro-BA pourra s'appliquer. D'accord? Et si ce montant est supérieur à 120 000, alors le régime micro-BA ne pourra pas s'appliquer et c'est le régime réel simplifié qui pourra s'appliquer dès lors que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 391 000. OK? Et dans le régime réel simplifié, comme dans le régime réel normal, il faudra déduire les charges professionnelles. D'accord? La seule différence entre le régime réel simplifié et le régime réel normal, c'est que dans le simplifié, vous avez moins d'obligations, moins de paperasse fiscale et comptable à faire que dans le régime réel normal. Donc en gros, ça vise d'une part le micro, les petites entreprises, régime réel normal, les entreprises à taille intermédiaire, et régime réel simplifié,
les entreprises à taille intermédiaire, et régime réel normal, les plus grosses entreprises. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la classification. Prenons un exemple. Nous avons un agriculteur qui fait un chiffre d'affaires en N-3 de 40 000 euros. Okay. Ensuite, en N-2, il fait un chiffre d'affaires de 30 000 euros. N-1, il fait un chiffre d'affaires de 60 000 euros. N'oublions pas qu'on impose l'année N, donc d'accord, l'année où nous sommes. Et l'année N, il a fait un chiffre d'affaires de 150 000 euros. OK? Donc, première question, c'est est-ce que le micro BA s'applique? Donc, pour savoir si le micro BA s'applique, on fait la moyenne des exercices N-3, N-2 et N-1. OK? Est-ce que le micro BA s'applique en N? D'accord? Donc, nous, on est en N, on raisonne en N. L'année N, c'est notre année. Donc, on raisonne. Et du coup, pour raisonner, pour savoir si le micro BA s'applique en N, on va regarder les chiffres d'affaires des 3 exercices précédents l'année N. OK? Donc, on aura donc 40 000 plus 30 000 plus 60 000 plus 30 000 60 000, le tout divisé par 3. D'accord? Ça va nous faire une moyenne qui correspond à 43 333. OK? Donc, ce montant est bien inférieur à 120 000. OK? Donc, le micro BA peut s'appliquer. OK? Voilà. Donc, on a déjà validé le fait que le micro BA peut s'appliquer. Et de manière générale, vous savez que quand un régime micro peut s'appliquer, on peut toujours, si c'est plus intéressant, opter pour le régime réel. D'accord? Mais par contre, quand on est soumis obligatoirement au régime réel, on ne peut pas opter pour le régime micro, ça c'est sûr, puisqu'on a dépassé le plafond. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la difficulté ici, et c'est cette difficulté-là qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment maîtriser, parce que c'est le point sur lequel il y a le plus d'erreurs. Pour valider si un régime micro-BA s'applique, on utilise les 3 exercices précédents. D'accord? Donc N-3, N-2, N-1. D'accord? Maintenant, pour calculer le BA net de l'année N, d'accord? Cette fois-ci, on ne va pas prendre tout à fait les mêmes exercices. Cette fois-ci, on va prendre N, N-1 et N-2. Il faut faire la moyenne. Là, le piège. Hein. Vraiment le point sur lequel il faut faire hyper attention. Il faut faire la moyenne. N, N-1, N-2. La moyenne de ces 3 exercices. Ce qui nous fait, donc, on va donc prendre 150 000 plus 60 000, 30 000. Le tout divisé par 3. Okay. Ce qui nous donne 80 000. Et sur ce montant-là, 80 000, d'accord, on applique l'abattement sur ce montant-là. L'abattement, il est de 87%. D'accord? 80 000 moins 7%. Donc, vous avez compris que l'abattement pour les agriculteurs et PA est le plus élevé parce qu'ils ont des charges extrêmement importantes et ils sont très souvent en déficit.
Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Donc pour comprendre le BA, il faut faire cette distinction fondamentale entre, d'une part, la moyenne que l'on utilise pour savoir si on peut bénéficier du régime micro, ça c'est la première chose, et ensuite, la moyenne que l'on utilise pour savoir, pour calculer le BA net. D'accord? Donc, ce montant de 10 400 correspond donc du coup au bénéfice agricole net ici. OK? Donc, le BA net est 10 400. Maintenant, bien faire attention hein, quand vous avez des cas comme ça, être hyper vigilant, d'accord? Ne pas se tromper. D'accord? Et du coup, cette façon de faire va permettre à l'administration du coup de lisser la taxation des agriculteurs dans le temps, afin d'éviter qu'ils payent trop d'impôts d'un coup, d'accord? Et qu'ils se retrouvent à certaines années à payer énormément et d'autres années à ne pas payer. D'accord? Donc c'est de cette façon-là que le raisonnement doit être mené. OK? Donc, bien entendu, s'ils considèrent que la fraction qui représente ces 87%-là et n'est pas suffisante et qu'il a beaucoup plus de charges, il a la possibilité, bien entendu, d'opter pour le régime réel d'imposition. D'accord? Alors, je vais aborder assez rapidement, et après, lors du second live, on traitera la question de manière plus approfondie. Je vais aborder assez rapidement la question des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? C'est un revenu catégoriel qui est beaucoup plus long à traiter parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais en réalité, ici aussi, on va voir qu'on reprend la même méthode. D'accord? Et cette méthode-là est celle que l'on a retrouvée un petit peu dans les BNC, mais cette fois-ci avec un double abattement. Donc pour les les BIC maintenant, les bénéfices industriels et commerciaux, on va toujours partir avec la même méthode, la méthode micro BIC, et d'autre part, BIC réel. D'accord? Donc, micro BIC, pareil, même logique, on ne change pas. La seule chose qui change, ce sont les plafonds, hein, en réalité. Pour pouvoir bénéficier du micro BIC, il faut que le chiffre d'affaires dans l'année soit inférieur à 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises. D'accord? Et il faut qu'il soit inférieur à 77 700 euros pour les activités de prestation de services. Okay. Voilà. Donc, bon, là, pour le coup, ici, la difficulté, c'est de bien distinguer l'activité de vente de marchandises de l'activité de prestation de services. Et surtout, de manière générale, faire bien attention au fait que parfois, vous faites cette erreur-là, qui est de considérer qu'une activité de prestation de service peut être un BNC. En fait, en réalité, toutes les activités BNC sont des activités de prestation de service, mais elles sont de nature civile, d'accord? Alors qu'une activité peut être de prestation de service de nature commerciale, d'accord? Donc, il faut bien faire cette distinction-là et ne pas se tromper de catégorie. Donc, si le chiffre d'affaires est inférieur à 188 700 pour une activité de vente de marchandises, alors le micro BIC peut s'appliquer. Si on est dans le cas des activités de prestation de service, alors le chiffre d'affaires ne doit pas être dépassé 77 700. OK? Donc, vous voyez déjà que on a le même plafond, d'accord? Qui est aussi celui des BNC pour les activités de prestation de service. D'accord? Mais par contre, l'abattement ne sera pas le même. Donc, une fois qu'on a validé cela, maintenant, on va regarder. Après, il y a d'autres spécificités en termes d'abattement, mais là, je vous donne vraiment l'essentiel. Pour calculer maintenant le BIC net dans la catégorie VM, vente de marchandises, on va donc prendre le chiffre d'affaires. Alors, avant d'arriver à ça, on va peut-être compléter sur le micro BIC. Si on dépasse ces seuils de 188 700 et 77 700, on va basculer du coup au régime réel simplifié. Okay. Donc, pour les ventes de marchandises, le chiffre d'affaires doit donc dépasser 188 700 euros. D'accord?
Donc, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser cette fois-ci 840 000 pour les activités de vente de marchandises. Okay, et il ne doit pas dépasser 254 000. CA ne doit 254 000 pour les activités de prestation de service. OK? Donc là, on sera en réel simplifié. Et si maintenant on dépasse ces seuils-là, alors on basculera en réel normal. OK? Ça, vous l'avez compris. Là, on bascule en réel normal. Okay, donc, maintenant qu'on a identifié d'une part le micro-BIC, dans le micro-BIC, on a BIC, on a vente de marchandises d'un côté, prestation de service de l'autre, d'accord? Et dans ce régime, on va se dire que voilà, si je n'ai pas dépassé mes seuils, je peux bénéficier du régime micro-BIC. Si je dépasse ces seuils, alors je bascule automatiquement en régime réel simplifié. D'accord? Et je suis en régime réel simplifié tant que je n'ai pas dépassé 840 000 euros pour une activité de vente de marchandises et tant que je n'ai pas dépassé 254 000 euros pour une activité de prestation de service. Si je dépasse ces seuils, alors je bascule en réel normal. OK? Et donc, je n'aurai pas d'autre choix que de déduire mes charges professionnelles pour leur montant effectif. Donc, si je suis en régime micro maintenant, donc le régime réel, ça, vous savez maintenant comment ça fonctionne. En régime micro-BIC, comment on détermine le BIC net? D'accord? Le BIC net égale, pour une activité de vente de marchandises, égale chiffre d'affaires moins un abattement de 71% pour obtenir le BIC net. OK? Et pour l'activité de prestation de service, donc BIC net prestation de service, il faut faire un abattement de 50%. On va faire chiffre d'affaires moins 50%. OK? On va. Bon, là, vous savez maintenant comment on fait les abattements. Hein. OK? Donc, c'est assez simple. La difficulté, c'est vraiment de ne pas mélanger les différents abattements. Normalement, à mon avis, dans un cas pratique, on vous donnera les différents seuils. Mais je vous conseille de les apprendre au mieux parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Pour des régimes un petit peu complexes, on vous donnera les seuils. Je pense qu'on vous les donnera. Mais c'est bien aussi de les connaître. Comme ça, vous n'aurez pas de difficulté à les appliquer tout de suite et à gagner du temps. Et donc, si j'ai une activité vente de marchandises, je fais mon abattement de 71% pour trouver mon chiffre d'affaires, mon BIC net, d'accord? Et si j'ai une activité de prestation de service, alors je soumets mon chiffre d'affaires à un abattement de 50% pour obtenir mon BIC net. D'accord? Il est aussi possible, dans certains cas, qu'un même exploitant effectue à la fois une activité de vente de marchandises et de prestation de services. D'accord? Donc, s'il effectue du coup une activité qu'on appelle du coup mixte, c'est-à-dire BIC, vente de marchandises, plus BIC, prestation de services, d'accord? Alors, dans ce cas, il faut remplir deux conditions pour pouvoir bénéficier du régime micro. D'accord? Deux conditions à remplir. Est-ce que vous pouvez me dire ou pas ces deux conditions? En gros, ici, on a un même exploitant qui, par exemple, vend des chaussures, d'accord? Et en même temps, il est cordonnier. Donc, il vend des chaussures, c'est une activité de vente de marchandises, mais il est cordonnier, il fait de la réparation. Donc, c'est une prestation de service commercial. D'accord? Donc, cordonnier, vente de chaussures. D'accord? Son chiffre d'affaires est par exemple de 100 000, on va dire. OK? Et réparation de chaussures. Ah, ça, c'est une prestation de service. Son chiffre d'affaires est de, on va dire, 50 000. OK? Donc, s'il a du coup cette activité mixte, les deux sont donc dans la même catégorie de revenus, il faut que deux conditions soient remplies
pour qu'ils puissent bénéficier du régime micro. D'accord? Donc, première condition, la somme des deux chiffres d'affaires ne va pas dépasser 188 700. En gros, la somme des deux chiffres d'affaires ne doit pas dépasser le plafond des ventes de marchandises en micro. D'accord? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, l'activité de prestation de service ne doit pas dépasser son propre plafond. Son propre plafond, c'est donc 77 700. OK? Si ces deux conditions sont remplies, conditions cumulatives, hein, bien sûr, alors le régime micro pourra s'appliquer. Et dans l'application du micro, c'est très important, il faut séparer, c'est-à-dire que vous allez appliquer à l'activité de cordonnerie son abattement de 71%, d'accord? Donc, en micro VIC, on aura donc 100 000 moins 71%, qui vaut normalement à 29 000, d'accord? Pour l'activité de vente de marchandises, ça c'est notre BIC net. Okay. Et pour l'autre activité, on a pour l'activité de prestation de service, cette fois-ci, on va prendre 50 000. Moi, on va faire l'abattement de 50%. D'accord? 25 000 euros. BIC net pour l'activité de prestation de service. D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre les différentes configurations envisageables. Okay? Dans un premier temps, on a le micro-BIC. Okay? Dans ce micro-BIC, on a deux subdivisions, vente de marchandises et prestation de services. D'accord? Si les plafonds ne sont pas dépassés, 188 700 pour l'un et 77 700 pour l'autre. Le régime réel simplifié va pouvoir s'appliquer au-delà de ces seuils si on ne dépasse pas le plafond de 840 000 pour les ventes de marchandises et 254 000 pour les prestations de services. Et au-delà, on bascule au régime réel normal. OK? Donc, de manière assez classique, vous avez un chiffre d'affaires vente de marchandises, vous appliquez un abattement de 111%, ça vous donne le BIC net imposable. Vous avez une activité de prestation de service, vous appliquez un abattement de 50%, ça vous donne le BIC net imposable. D'accord? Et comme les deux se font dans la même déclaration, dans la même IAS, vous cumulez les deux BIC, vous les mettez dans la même colonne. Maintenant, régime spécifique, si la même personne, je dis bien la même personne, hein, le même exploitant, effectue une activité à la fois de BIC et de prestation de service, BIC vente de marchandises et BIC prestation de service, alors dans ce cas, il faut regarder l'applicabilité du micro. Le micro va pouvoir s'appliquer si et seulement si le cumul des deux chiffres d'affaires ne dépasse pas le plafond de 188 700 et si l'activité de prestation de service ne dépasse pas son propre plafond, c'est-à-dire 77 700. OK? Si une des deux conditions manque, alors on bascule automatiquement. On basculera automatiquement au régime réel. D'accord? On basculera automatiquement au régime réel. Et ça, il faut que vous fassiez très attention à ça. D'accord? Vu que c'est l'un ou l'autre. D'accord? Ce sera soit le micro pour tout, soit le réel pour tout. OK? Donc, il se peut que l'un dépasse son plafond. Par exemple, il se peut, par exemple, que l'activité de réparation de chaussures ne dépasse pas son plafond, son propre plafond de 77 000, mais que l'activité de cordonnerie plus l'activité de chaussures dépasse le plafond. Donc, on pourrait tout à fait se dire légitimement que, bah, en fait, on pourrait tout à fait séparer et mettre le cordonnier en régime réel, et, enfin, mettre la vente de chaussures en régime réel et mettre la réparation en régime micro, mais non, la loi ne l'autorise pas. La loi dit soit les deux conditions sont remplies, tout est en micro, soit les deux conditions ne sont pas remplies, en tout cas il en manque une, et du coup, les deux sont en réel. D'accord? C'est comme ça que ça marche.
Et quand on est en micro, par contre, il faut faire attention à bien dissocier les deux abattements. On ne cumule pas les deux sur un seul abattement. Chaque activité sera soumise, chaque activité, pardon, sera soumise à son abattement propre. OK? Donc là, on a un petit peu entamé du coup les BIC. On abordera prochainement de manière un peu plus approfondie euh, les règles spécifiques en matière de BIC. On verra également d'autres revenus catégoriels, notamment les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values des particuliers, etc. Ça, on le verra dans le second live qui portera sur les revenus de remplacement. D'accord? Donc, j'en ai terminé avec les petits éléments de développement théorique sur la matière. Maintenant, j'aimerais savoir si éventuellement vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou des doutes? Ah, j'ai une question de Jean. À ce moment-là, serait-il plus intéressant de se mettre en régime simplifié au lieu que cela passe automatiquement au réel? Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous faisiez référence. J'ai pas vu votre message peut-être au bon moment. Mettre au régime réel simplifié. Euh, alors, est-ce que vous pouvez clarifier votre réponse, s'il vous plaît? Votre question, s'il vous plaît. Lorsque vous dites que si l'une des deux conditions cumulatives n'est pas respectée. Oui, c'est-à-dire que si l'une des deux conditions n'est pas respectée, euh, en fait, on pourrait se dire que il suffit, par exemple, que l'une des deux catégories, par exemple, respecte quand même son plafond. Par exemple, si l'activité de cordonnerie seule ne respecte pas le plafond, mais que l'activité de réparation respecte son plafond, on pourrait se dire, bah, l'activité de réparation, de cordonnerie, pardon, on la met en micro, et l'activité de vente de chaussures, on la met en réel. La loi dit non. La loi dit, soit les deux conditions sont remplies, et dans ce cas, les deux activités vont bénéficier du régime micro, d'accord? Et une fois qu'on aura déterminé le régime micro, par exemple ici, on va avoir du coup 29 000 euros en micro pour l'activité de vente de chaussures et 25 000 euros pour l'activité de prestation de service. Et on va faire la somme de ces deux pour les mettre sur une seule case dans l'alias fiscal, d'accord, dans la déclaration. Donc la loi dit, soit on a les deux qui bénéficient du régime micro en ayant respecté les deux conditions, soit si une des deux conditions est ratée, alors, dans ce cas, les deux activités relèveront du régime réel, même si il est possible qu'une des deux puisse bénéficier quand même du micro. La loi dit non. La loi dit non parce que la loi considère qu'il s'agit d'un même exploitant qui fait en fait une activité qui est homogène. D'accord? Donc, il considère que les deux en plus sont dans la même sont déclarés sur la même liasse fiscale. On ne peut pas, en tant qu'individu seul, faire deux liasses fiscales. Vous devez faire une liasse fiscale par personne, d'accord? Par individu, par foyer en tout cas. Et du coup, globalement, vous allez du coup faire la somme de tous les revenus que vous avez sur chaque catégorie. OK? Ensuite, oui, ça basculera en réel simplifié ou en réel normal. Ça basculera en réel simplifié. Après, normalement, à ce stade-là, vu le pourcentage, vu le montant des revenus, il y a peu de chances qu'on soit en réel normal, vu qu'on basculera, tout dépendra en fait du montant global de chiffre d'affaires, en fait. D'accord? Si vous vous retrouvez avec un montant global de chiffre d'affaires qui dépasse 840 000, vous serez en réel normal. D'accord? Ensuite, j'ai une question sur l'abattement des charges réelles sur les salaires. L'abattement possible des charges réelles, même si elles ont été remboursées par l'entreprise comme note de frais, les, les dépenses qui ont été remboursées en note de frais sont intégrées dans les revenus. Donc, vous ne pouvez pas déduire quelque chose qui vous a été remboursé. D'accord? Ça doit vous être intégré dans vos revenus. Ça sera considéré comme un revenu. Donc, vous ne pouvez pas l'obtenir comme une charge déductible, puisque vous ne l'avez pas concrètement déduite. Si on vous l'a remboursé, c'est que vous ne l'avez pas payé. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions?
N'hésitez pas, hein, là, c'est vraiment l'occasion. Allez-y, hein. Vous avez, là, là, déjà, en 2 heures, on vient de voir beaucoup de choses. On a vu le foyer, on a vu la fiscalité internationale, la double imposition, on a vu le rattachement des enfants, on a vu les traitements et salaires, on a vu les BNC, on a vu les BA, on a vu le parti des BIC. On a énormément avancé en réalité. C'est-à-dire que dans le live, je vous ai donné vraiment l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Après, le reste, ça sera à compléter par rapport à ça. Mais vous avez déjà, là, là aujourd'hui, vous devez être en capacité, bah, pour tous ces revenus, de faire un calcul sans problème, d'accord, de déterminer et de faire un travail d'estimation. Vous allez demander, je ne sais pas, les, la- le revenu d'un membre de votre famille ou d'un professionnel, bah, vous devez être en mesure de lui dire tout de suite, bah, en fait, peut-être que c'est mieux pour vous d'être en réel, peut-être que c'est mieux pour vous d'être en micro. D'accord? Donc, si vous êtes capable de faire ça aujourd'hui, normalement, vous êtes capable de le faire au regard de ce qu'on a vu, bah, ça veut dire que déjà, vous avez fait 50% du job. D'accord? Donc l'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que vous soyez capable d'aller chercher cette façon de raisonner dans toutes les situations que l'on va vous proposer en droit fiscal. D'accord? Alors, ensuite, il y a une question pour les BA. Ils ont la possibilité d'opter pour une option fiscale avec un BA calculé sur un an et non avec une moyenne triennale? Non. C'est la loi qui prévoit cette obligation de moyenne triennale. Donc, ils ne peuvent pas choisir, en fait, d'opter pour une déclaration sur une seule année. D'accord? Donc, en tout cas, s'ils sont au micro, hein, d'accord, maintenant, s'ils choisissent de ne pas opter pour le micro, il faudrait qu'ils déduisent les frais réels. Dans ce cas, ils vont le faire sur une année. Mais c'est assez rare, en fait, en régime BA, d'opter pour le réel parce que le micro est déjà très avantageux. 87%, c'est énorme. D'accord? C'est assez élevé parce que la situation particulière des agriculteurs fait que euh, on va dire, c'est une catégorie de personnes qui est moins au fait de tout ce qui est charge déductible, de tout ce qui est justification, tout ce qui est... Donc, du coup, la loi a été, d'une certaine manière, a assoupli leur régime en leur accordant un abattement plus élevé que les autres, parce que ce sera beaucoup plus compliqué bah, pour ces personnes de tenir une comptabilité comme vous et moi, bah, parce qu'en fait, ils sont debout à 3 heures du matin, et ils n'ont en réalité, d'une certaine manière, pas le temps de gérer l'administratif, même si l'administratif constitue aujourd'hui une charge fondamentalement importante dans leur activité et énergivore. Mais en réalité, l'abattement est également dû aussi en partie à la difficulté de leur activité, difficulté particulière de leur activité. Et du coup, pour éviter en fait on va dire d'une certaine manière une sanction fiscale parce qu'ils n'ont pas réussi à garder le justificatif, le législateur a dit bon, on va leur accorder un abattement qui est plus élevé, qui est l'un des plus élevés d'ailleurs. D'accord? Mais quand on regarde après en comparaison par rapport aux revenus des agriculteurs, ce qui compte, c'est pas l'abattement que vous avez. Ce qui compte, c'est au final, c'est qu'est-ce qui vous reste en tant que bénéfice imposable, bénéfice restant. D'accord? Imposable, qu'est-ce qui vous reste en tant que revenu. Mais en réalité, voilà, pour répondre à votre question, l'option pour l'application du régime micro, lui, se fait obligatoirement sur une moyenne triennale de 3 ans. D'accord? S'il n'en veut pas de ce régime, il peut opter pour le réel. En optant pour le réel, là, dans ce cas, il va être soumis du coup à l'imposition sur une seule année. Mais il faudrait du coup que ces charges sur une seule année permettent d'être plus intéressantes que la moyenne triennale. Et c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est bon pour vous? Donc là, on fait un petit récap rapide. Vous devez être en mesure d'identifier les revenus catégoriels qu'on a vus, identifier le régime micro de tous ces revenus, identifier le régime réel de tous ces revenus, être en mesure de comparer les deux. C'est ça le plus important, comparer les deux, en tirer une conclusion en disant c'est celui-ci qui est meilleur, c'est l'autre qui ne l'est pas. D'accord? Et à partir de là, on aura déjà fait l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur tous ces revenus catégoriels. OK? Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer la séance. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie énormément de votre attention. Il est tard, de votre écoute. Et je vous dis bah, à très bientôt pour la suite. J'espère que tout a été clair pour vous, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous savez comment nous contacter. Donc,
du courage, de la motivation et on sera là pour vous. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous.